Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux histoires extraordinaires de survie et d'ingéniosité humaine. Aujourd'hui, nous vous racontons l'incroyable épopée de Jean-Baptiste Moreau, fermier normand considéré comme l'excentrique du village de Saint-Aubin-le-Vertueux, dont l'obsession pour la construction d'une étrange forteresse faite de bottes de foin fut d'abord la risée de ses voisins, avant de devenir leur salut lors de la tempête de neige, la plus meurtrière du XXe siècle en Normandie. Cette histoire vraie de l'hiver 1963, basée sur des témoignages directs et des archives météorologiques, nous révèle comment l'intuition d'un homme simple, nourri par des années d'observation de la nature, sauva la vie de 43 personnes lors du blizzard historique qui paralysa la région pendant une semaine entière. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants de courage et d'ingéniosité. Mettez un pouce bleu si cette histoire vous captive, et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de partager ces témoignages extraordinaires de l'esprit humain face à l'adversité. Préparez-vous à découvrir comment les moqueries d'hier peuvent devenir les bénédictions d'aujourd'hui. Paragraphe 1. L'automne 1962 marqua le début de ce que les habitants de Saint-Aubin-le-Vertueux appelleraient plus tard la folie des bottes de foin de Jean-Baptiste. Ce fermier de 54 ans, propriétaire d'une exploitation de polyculture-élevage de 120 hectares dans le Calvados, avait commencé à empiler méthodiquement ses bottes de foin cylindriques selon un plan architectural mystérieux que personne ne comprenait. Au lieu de les stocker traditionnellement dans ses granges ou de les laisser disperser dans ses champs, Moreau construisait une structure imposante qui prenait peu à peu l'apparence d'une forteresse médiévale faite entièrement de fourrage séché. Jean-Baptiste Moreau n'était pas un fermier ordinaire. Ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, décoré pour sa conduite lors de la bataille de Normandie, cet homme taciturne et observateur avait développé au fil des années une relation particulière avec les éléments naturels. « Mon grand-père maternel était marin », expliquait-il à ceux qui voulaient bien l'écouter, et il m'a appris à lire le ciel comme d'autres lisent un livre. Cette année, je sens que l'hiver sera particulier. Très particulier. Ces paroles énigmatiques, prononcées avec la gravité de quelqu'un qui avait survécu aux pires épreuves, n'impressionnaient guère ses voisins habitués à ses excentricités. La construction de cette étrange forteresse avait commencé en septembre 1962, immédiatement après les moissons. Moreau avait produit cette année-là une récolte exceptionnelle de foin, près de 800 bottes cylindriques de 400 kg chacune, qu'il manipulait avec une précision d'architecte. Au lieu de les rentrer dans ses hangars comme le voulait la tradition, il les disposait selon un plan géométrique complexe qui dessinait progressivement une enceinte octogonale de 40 mètres de diamètre avec des murs de bottes hauts de 4 mètres et épais de 2 mètres. Cette entreprise pharaonique nécessitait un travail considérable que Moreau accomplissait seul, refusant obstinément toute aide. Chaque botte était placée selon un angle précis, chaque rangée calculée pour optimiser la résistance de l'ensemble. « Il faut que ça tienne », répétait-il inlassablement, vérifiant et revérifiant l'alignement de chaque élément. Les villageois, intrigués puis amusés par ce spectacle inhabituel, venaient régulièrement observer l'avancement de cette construction qu'ils baptisèrent rapidement le château de foin du père Moreau. L'architecture de cette forteresse révélait une sophistication surprenante pour un simple fermier. Moreau avait conçu un système de double mur avec isolation intérieure, des ouvertures orientées pour éviter les vents dominants, et même un système de drainage pour évacuer l'humidité. « Où avez-vous appris l'architecture, Jean-Baptiste » lui demandait souvent le maire du village, Auguste Lemoine. « Dans les tranchées », répondait laconiquement l'ancien combattant. « Quand on doit survivre au froid et au bombardement, on apprend vite à construire des abris efficaces. » La phase la plus spectaculaire de la construction commença en octobre avec l'édification du donjon central, une tour de bottes de foin haute de 8 mètres qui dominait l'ensemble de la structure. Cette tour, construite selon une technique de spirale ascendante que Moreau avait développée lui-même, était conçue pour résister aux vents les plus violents. « Vous voyez, expliquait-il à sa femme Marguerite,
seul à le soutenir dans cette entreprise. La forme spirale répartit les forces comme dans les coquillages. La nature sait construire. Il faut l'observer et l'imiter. Les réactions du village oscillaient entre amusement et inquiétude. Paul Dubois, le voisin le plus proche, ironisait ouvertement. Jean-Baptiste prépare la guerre contre les souris. Avec tout ce foin, elles vont pouvoir constituer une armée. Cette moquerie, reprise par d'autres villageois, n'entamait pas la détermination de Moreau qui poursuivait méthodiquement son œuvre. Sa femme rapportait plus tard « Il travaillait de l'aube au crépuscule, par tous les temps. Quand je lui apportais son déjeuner, je le trouvais toujours en train de mesurer, calculer, ajuster. C'était devenu une obsession. » L'achèvement de la forteresse, en novembre 1962, coïncida avec l'arrivée des premiers froids. La structure finale était impressionnante. Une enceinte octogonale parfaite avec 4 entrées orientées selon les points cardinaux, des murs épais qui créaient à l'intérieur un espace protégé de près de 1000 mètres carrés, et au centre, le donjon qui offrait une vue panoramique sur toute la région. Moreau avait également aménagé des espaces de stockage souterrains creusés à la main pour conserver vivres et matériels. La finalisation de l'œuvre incluait des détails que seul un expert militaire aurait pu concevoir. Des tranchées de drainage entourèrent la forteresse pour évacuer l'eau de pluie. Des ouvertures stratégiques permettaient une ventilation optimale tout en conservant la chaleur, et un système ingénieux de ponts de foin permettait de circuler d'un point à l'autre de la structure sans toucher le sol. C'est un vrai château fort, admettait même le facteur, Pierre Legrand, mais en foin. Ça ne manque pas d'originalité. Cependant, les moqueries redoublaient à l'approche de l'hiver. Le père Moreau a perdu la boule avec ses bottes de foin, ricanait Henri Martin, le cafetier du village. Il croit qu'il va se passer quoi? Une invasion de Vikings? Ces railleries n'entamaient pas la sérénité de Moreau, qui contemplait régulièrement le ciel d'automne avec l'inquiétude de quelqu'un qui lisait des signes invisibles pour les autres. L'hiver sera dur, prévenait-il encore et encore. Plus dur que tout ce qu'on a connu. Ma forteresse sera utile, vous verrez. Au début de décembre 1962, quand les premières neiges tombèrent sur la Normandie, la forteresse de bottes de foin de Jean-Baptiste Moreau dressait sa silhouette insolite dans le paysage hivernal. Les villageois continuaient à sourire en passant devant cette construction excentrique, ignorant qu'elle deviendrait dans quelques semaines leur unique refuge contre la tempête de neige la plus dévastatrice de leur histoire, et que les moqueries d'aujourd'hui se transformeraient bientôt en bénédictions salvatrices. Paragraphe 2. L'hiver 1962-1963 commença de manière trompeusement douce, renforçant les moqueries dirigées contre la forteresse de Jean-Baptiste Moreau. Décembre fut exceptionnellement clément pour la saison, avec des températures qui oscillaient autour de 8 degrés et seulement quelques gelées matinales. Les habitants de Saint-Aubin-le-Vertueux ironisaient de plus belle sur cette citadelle du foin qui semblait parfaitement inutile face à ce qui ressemblait à l'un des hivers les plus doux depuis des décennies. Alors, Jean-Baptiste, elle sert à quoi ta forteresse par ce temps de printemps? Lançait malicieusement le boulanger, Robert Leroy, chaque matin quand Moreau venait chercher son pain. Mais le fermier architecte ne se décourageait pas et continuait ses préparatifs avec un acharnement que beaucoup jugeaient pathologique. Chaque jour, il inspectait méticuleusement sa construction, resserrant les liens entre les bottes, renforçant les points faibles, ajustant l'orientation de certains éléments. Plus troublant encore, il commençait à stocker des provisions considérables dans les espaces aménagés de sa forteresse. Sacs de farine, conserves, bidons d'eau, couvertures, bougies, combustible. Il se prépare pour un siège, plaisantait sa femme Marguerite, bien qu'elle commençât elle-même à s'inquiéter de l'intensité de ses préparatifs. Moreau consultait quotidiennement son baromètre artisanal, un instrument qu'il avait fabriqué lui-même, selon des techniques apprises de son grand-père marin. Cet appareil rudimentaire mais précis lui indiquait des variations de pression atmosphérique que ne détectaient pas les instruments météorologiques officiels. La pression baisse trop vite et de manière irrégulière, expliquait-il à son voisin Dubois qui venait parfois l'observer par curiosité. C'est le signe d'une perturbation majeure qui se prépare. Quand la nature retient son souffle comme ça, c'est qu'elle prépare quelque chose de terrible.
Les observations de Moreau s'appuyaient aussi sur des signes que lui seul semblait capable d'interpréter. Il notait le comportement anormal des animaux sauvages, les oiseaux migrateurs qui tardaient à partir, les écureuils qui constituaient des réserves exceptionnelles, les chats du village qui cherchaient des abris de plus en plus profonds. Les bêtes savent des choses qu'on a oubliées, répétait-il inlassablement. Elles sentent venir les catastrophes bien avant nous. Il faut les écouter. Ces théories, teintées de sagesse paysanne traditionnelle, amusaient plus qu'elles n'inquiétaient ses contemporains habitués à faire confiance aux prévisions météorologiques officielles. La construction elle-même continuait d'évoluer selon un plan que Moreau semblait modifier constamment en fonction d'éléments mystérieux. En décembre, il ajouta un système de cheminée de ventilation, constitué de bottes creusées et disposées verticalement, permettant une circulation d'air sophistiqué à l'intérieur de la structure. Il installa également un réseau de gouttières en bois qui dirigeait l'eau de pluie vers des citernes enterrées, créant un système de récupération d'eau autonome. Ces améliorations techniques révélaient une maîtrise de l'ingénierie que personne ne soupçonnait chez ce fermier autodidacte. Les visiteurs occasionnels de la forteresse découvraient un intérieur étonnamment sophistiqué. Moreau avait aménagé plusieurs salles délimitées par des cloisons de bottes, chacune ayant une fonction spécifique. Espace de stockage des vivres, zone de couchage avec des matelas de foin tressés, atelier équipé d'outils divers, et même une salle commune, avec des sièges sculptés dans des bottes, et une table rudimentaire mais fonctionnelle. L'éclairage était assuré par un système ingénieux de fenêtres, pratiqué dans les murs et protégé par des volets amovibles en planche. Le système de chauffage constituait le chef-d'œuvre technique de cette construction. Moreau avait conçu un réseau de conduits de chaleur qui diffusait la tiédeur naturelle de la fermentation du foin dans tout l'espace habitable. Cette chaleur biologique, complétée par quelques braseros positionnés stratégiquement, permettait de maintenir une température constante de 15 degrés C à l'intérieur même quand il gelait dehors. C'est génial, admettait parfois Dubois, mais ça reste complètement fou pour un hiver si doux. L'organisation logistique révélait également une préparation militaire. Moreau avait établi des stocks de guerre calculés pour nourrir une quinzaine de personnes pendant plusieurs semaines. 200 kilos de farine, 50 kilos de pommes de terre, des dizaines de conserves, du miel, du lait en poudre, et même une petite réserve d'alcool pour désinfecter et réchauffer. Il avait également stocké du matériel médical de base, des outils de première nécessité et suffisamment de combustible pour alimenter ses braseros pendant 1 mois. Le plus mystérieux était son système de signalisation d'urgence. Moreau avait installé au sommet de son donjon un mât qui pouvait porter différents signaux selon les circonstances. Drapeau blanc pour signaler un refuge, drapeau rouge pour indiquer un danger, système de fumée pour communiquer à distance. Communiquer avec qui ? Lui demandait ironiquement le maire Lemoine. Avec tous ceux qui en auront besoin, répondait énigmatiquement le fermier. Cette préparation à une catastrophe que personne ne voyait venir renforçait l'impression générale qu'il avait perdu contact avec la réalité. En janvier 1963, alors que l'hiver restait anormalement doux et que les premières fleurs commençaient à pointer dans les jardins, les moqueries atteignirent leur apogée. Jean-Baptiste a construit un château fort contre un hiver qui n'existe pas, s'esclaffait Henri Martin lors des discussions de bistrot. Il ferait mieux de démolir ce machin et de rentrer son foin correctement avant qu'il ne pourrisse. Ces critiques, reprises en chœur par une majorité de villageois, ne faisaient qu'encourager Moreau dans ses préparatifs. Il savait quelque chose que les autres ignoraient, et bientôt, très bientôt, la nature allait lui donner raison de manière spectaculaire et dramatique. Paragraphe 3. Le 2 février 1963, à 6h30 du matin, le baromètre artisanal de Jean-Baptiste Moreau enregistra une chute de pression si brutale que l'ancien combattant comprit immédiatement que l'événement qu'il attendait depuis des mois était imminent. En l'espace de 2 heures, la pression atmosphérique chuta de 1015 à 980 millibars, une variation que les météorologues officiels ne détecteraient que plusieurs heures plus tard. Moreau convoqua immédiatement sa femme Marguerite. « Ça y est, ma chérie,
prépare les derniers vivres et prévient les voisins les plus proches. La tempête arrive et elle sera terrible. Cette annonce, prononcée avec la gravité de quelqu'un qui avait vécu les pires heures de la guerre, marquait le début de la plus grande épreuve de survie que connaîtrait la région. Les premières réactions furent prévisibles. Paul Dubois, prévenu par Marguerite, éclata de rire. « Jean-Baptiste délire encore. Regardez dehors, il fait 12 degrés et le soleil brille. » Effectivement, cette matinée de février ressemblait davantage à un jour de printemps qu'à l'annonce d'une catastrophe météorologique. Cependant, Moreau ne se découragea pas et entreprit de préparer sa forteresse pour l'état de siège. Il vérifia une dernière fois ses stocks, consolida les points faibles de sa construction et surtout alluma les premiers brasseros pour commencer à chauffer l'ensemble de la structure. Vers 14 heures, les premiers signes inquiétants se manifestèrent. Le vent, jusqu'alors inexistant, commença à souffler par rafales irrégulières, et la température chuta brutalement de 8 degrés en 1 heure. Les animaux domestiques du village adoptèrent des comportements étranges. Les chiens refusaient de sortir, les poules se réfugiaient dans les poulaillers. Les chevaux s'agitaient nerveusement dans leurs enclos. Ces signes, que Moreau attendait et surveillait, confirmaient ses prédictions les plus sombres. À 16 heures, quand les premières bourrasques de neige frappèrent Saint-Aubin-le-Vertueux, l'incrédulité céda place à l'inquiétude. En 30 minutes, la température était descendue à 5 degrés et la visibilité se réduisait rapidement. Le facteur Pierre Legrand, surpris par ce changement brutal lors de sa tournée, eut juste le temps de se réfugier chez les Moreau. « Mon Dieu, Jean-Baptiste !» balbutia-t-il en découvrant la tempête par la fenêtre. « Vous aviez raison. Comment avez-vous su ?» Cette première validation de ses prédictions ne réjouissait pas Moreau, qui mesurait l'ampleur de ce qui se préparait. À 18 heures, quand la tempête atteignit sa pleine puissance, Saint-Aubin-le-Vertueux disparut littéralement sous un voile blanc impénétrable. Le vent soufflait à plus de 100 km/h, charioting des masses de neige qui s'accumulaient en congères de plusieurs mètres de hauteur. La température avait chuté à 15 degrés et continuait à baisser. Les lignes électriques cédèrent les unes après les autres, plongeant le village dans l'obscurité et coupant tout chauffage électrique. Cette descente aux enfers météorologiques validait dramatiquement toutes les prédictions de Moreau. Les premiers réfugiés arrivèrent vers 20 heures. Paul Dubois, dont la maison était devenue inhabitable faute de chauffage, frappa à la porte de la forteresse avec sa femme et ses 2 enfants. « Jean-Baptiste !» cria-t-il dans le vent. « Pouvez-vous nous accueillir? Notre maison est glaciale et nous n'avons plus d'électricité. » Moreau les accueillit sans un reproche, installant rapidement cette première famille dans l'un des espaces qu'il avait aménagés. La température à l'intérieur de la forteresse était de 12 degrés, un contraste saisissant avec les 18 tonneaux extérieurs. L'affluence s'intensifia rapidement quand la nouvelle se répandit dans le village que la folie de Moreau était en réalité un refuge viable. Henri Martin, le cafetier moqueur, arriva vers 22 heures avec sa famille, transie de froid et couverte de neige. « Pardonnez-moi, Jean-Baptiste, » bredouilla-t-il humblement. « J'ai eu tort de me moquer. Pouvez-vous nous sauver ?» Cette demande de pardon, formulée par l'un de ses détracteurs les plus virulents, touchait profondément Moreau qui l'accueillit chaleureusement, démontrant une générosité qui effaçait des mois de raillerie. Vers minuit, la forteresse abritait déjà 15 personnes, mais les arrivées continuaient. Le maire Auguste Lemoine lui-même, accompagné de sa famille et de plusieurs administrés, vint chercher refuge dans cette construction qu'il avait tant critiquée. « Monsieur Moreau, » déclara-t-il solennellement, « au nom de la municipalité, je vous présente nos excuses et notre gratitude. Votre forteresse sauve des vies ce soir. » Cette reconnaissance officielle marquait le tournant définitif dans la perception de l'œuvre de Moreau. L'organisation interne de la forteresse révélait la prévoyance extraordinaire de son concepteur. Chaque famille disposait d'un espace délimité avec des matelas de foin. Les enfants étaient regroupés dans la zone la plus chaude, près du brasero central. Les vivres étaient distribués selon un planning rigoureux établi par Moreau.
L'ancien combattant dirigeait cette micro-société avec l'autorité naturelle de quelqu'un qui avait commandé des hommes dans des situations extrêmes. Le système de ventilation fonctionnait parfaitement, évacuant l'humidité et les fumées tout en conservant la chaleur. Les cheminées de bottes de foin créaient un tirage naturel qui maintenait l'air respirable malgré la présence de nombreuses personnes et des braseros. « C'est un miracle d'ingénierie », s'émerveillait Dubois, réconcilié avec son voisin. « Comment avez-vous appris tout cela ?» Moreau répondait simplement. « La guerre apprend vite à survivre. Et mon grand-père marin m'a enseigné que la nature annonce toujours ses colères à ceux qui savent l'écouter. » Quand l'aube du 3 février se leva sur Saint-Aubin-le-Vertueux, la forteresse de Bottes de Foin abritait 32 personnes qui avaient survécu à la première nuit de la tempête la plus violente du siècle. Dehors, le village était méconnaissable sous 3 mètres de neige. Les maisons étaient ensevelies, les routes impraticables. Mais à l'intérieur de ce refuge insolite, la vie continuait dans une chaleur relative et une sécurité que personne n'aurait imaginée quelques heures plus tôt. Paragraphe 4. L'aube du 3 février révéla l'ampleur de la catastrophe qui s'était abattue sur la Normandie. À travers les fenêtres, aménagées dans sa forteresse, Jean-Baptiste Moreau découvrit un paysage apocalyptique. Saint-Aubin-le-Vertueux avait complètement disparu sous un linceul blanc de 3 mètres d'épaisseur. Seuls émergeaient encore les toits des maisons les plus hautes et le clocher de l'église, transformés en îlots dérisoires dans un océan de neige. Le vent continuait à souffler en rafales dévastatrices, atteignant parfois 120 km/h et poussant des masses neigeuses qui redessinaient constamment le relief de ce monde blanc. La température extérieure avait atteint 22 degrés, un record absolu pour cette région normande habituellement tempérée. À l'intérieur de la forteresse, Moreau maintenait une température stable de 8 degrés grâce à son système de chauffage biologico-technique qui fonctionnait parfaitement. Les 32 réfugiés, serrés mais au chaud, prenaient progressivement conscience qu'ils étaient probablement les seuls survivants de cette catastrophe, dans un rayon de plusieurs kilomètres. « Sans vous, Jean-Baptiste, » murmurait Paul Dubois en contemplant l'immensité blanche par une fente, « nous serions tous morts gelés cette nuit. » L'organisation de la vie quotidienne dans cet espace confiné révélait les talents d'organisateur de Moreau. Il avait établi un planning strict, levé à 7 heures d'an, distribution du petit déjeuner préparé sur les braseros, attribution des tâches quotidiennes, surveillance, entretien du chauffage, cuisine, nettoyage, temps de repos et de conversation l'après-midi, dîner communautaire le soir. Cette discipline, inspirée de son expérience militaire, permettait de maintenir le moral et d'éviter les conflits dans un espace où la promiscuité aurait pu générer des tensions. La gestion des vivres démontrait sa prévoyance exceptionnelle. Les stocks qu'il avait constitués permettaient de nourrir correctement ces 32 personnes pendant au moins 3 semaines. Soupe chaude matin et soir, pain cuit dans un four improvisé creusé dans le sol, légumes conservés dans ses réserves souterraines, et même quelques extras comme du miel ou des fruits secs pour remonter le moral. Il a prévu jusqu'aux portions pour les enfants, s'émerveillait Marguerite, qui découvrait elle-même l'étendue des préparatifs de son mari. Le système d'hygiène, crucial dans cet espace confiné, fonctionnait grâce à un ingénieux réseau de latrines aménagé dans des extensions de la forteresse et ventilé par des conduits spéciaux. Moreau avait même prévu des bassines pour la toilette quotidienne et un espace séparé pour les soins aux plus jeunes. Cette attention aux détails sanitaires prévenait les épidémies et maintenait des conditions de vie décentes malgré la promiscuité. « Vous avez pensé à tout », admirait le maire Lemoine. Absolument tout. Le moral des réfugiés oscillait entre gratitude envers leur sauveur et angoisse face à l'ampleur de la catastrophe. Les enfants, relativement protégés par l'insouciance de leur âge, transformaient cette expérience en aventure extraordinaire, jouant dans les couloirs de foin et écoutant les histoires de guerre que racontait Moreau pour les distraire. Les adultes, plus conscients de la gravité de la situation, alternaient entre moments d'optimisme collectif et phases d'inquiétude face à un avenir incertain. L'isolement total du monde extérieur constituait l'épreuve psychologique la plus difficile. Aucune communication n'était possible avec l'extérieur. Pas de téléphone,
Pas de radio, pas de transport. Les réfugiés ignoraient si cette tempête touchait seulement leur région ou s'étendait à toute la France, si des secours étaient organisés, si leurs proches éloignés étaient sains et saufs. Cette incertitude, ajoutée au confinement, testait les nerfs de chacun et révélait l'importance du leadership calme et rassurant de Moreau. Le 3e jour, 4 février, apporta de nouvelles épreuves. La tempête redoublait d'intensité et la neige continuait à s'accumuler, atteignant maintenant 4 mètres de hauteur. Pire encore, la structure de la forteresse commençait à montrer des signes de fatigue. Certaines bottes se tassaient sous le poids de la neige accumulée sur le toit, créant des affaissements inquiétants. Moreau dut organiser des équipes de consolidation qui travaillaient par rotation pour renforcer les points faibles avec des bottes de réserve qu'il avait prévues à cet effet. L'alimentation en eau potable devint problématique quand les citernes commencèrent à geler malgré leur protection. Moreau improvisa un système de fonte de neige dans des marmites maintenues en permanence sur les braseros, mais cette solution consommait beaucoup de combustible et réduisait d'autant les réserves pour le chauffage. « Il faut économiser », expliquait-il calmement à ses protégés. « Nous ne savons pas combien de temps durera cette épreuve. Mieux vaut être prudent. » Cette gestion rigoureuse des ressources révélait son expérience des situations de survie extrême. La nuit du 4 au 5 février fut particulièrement éprouvante. Le vent atteignit des pointes à 140 km/h et la température descendit à 25 degrés, du jamais vu dans cette région. La forteresse trembla toute la nuit sous les assauts de la tempête, et certains réfugiés commencèrent à paniquer, craignant que leur abri ne s'effondre. Moreau passa la nuit à rassurer chacun, vérifiant constamment la solidité de sa construction, ajustant le chauffage, maintenant le moral par sa seule présence apaisante. « Ça tiendra », répétait-il avec une conviction qui finissait par convaincre les plus inquiets. L'aube du 5 février révéla que la forteresse avait résisté, mais de justesse. Plusieurs murs s'étaient affaissés et durent être reconstruits avec les bottes de réserve. Plus inquiétant encore, les réserves de combustible diminuaient rapidement, et Moreau calcula qu'elles ne dureraient plus que quelques jours au rythme actuel de consommation. Il fallait trouver une solution, ou accepter que la température intérieure baisse progressivement, avec tous les risques que cela comportait pour les plus fragiles, notamment les enfants et les personnes âgées. C'est alors que Moreau eut l'idée de génie qui sauverait définitivement ses protégés. Utiliser les bottes de foin elles-mêmes comme combustible d'appoint. « Le foin brûle bien et nous en avons des tonnes », expliqua-t-il. « Nous pouvons sacrifier les murs extérieurs pour alimenter nos braseros. La forteresse se consumera lentement, mais elle nous réchauffera en mourant. » Cette décision héroïque transformait son œuvre architecturale en sacrifice suprême pour sauver les vies qu'elle abritait. Paragraphe 5. La décision de Jean-Baptiste Moreau de brûler sa propre forteresse pour sauver ses occupants marqua un tournant dramatique dans cette épreuve de survie. Dès le matin du 5 février, il organisa méthodiquement le démantèlement contrôlé des murs extérieurs, expliquant à ses protégés « Une forteresse qui sauve des vies en mourant vaut mieux qu'un monument qui les laisse périr par orgueil. » Cette philosophie, empreinte de l'abnégation de l'ancien combattant, impressionnait profondément les réfugiés qui découvraient la grandeur d'âme de cet homme qu'ils avaient si longtemps moqué. L'opération de déconstruction salvatrice nécessitait une planification minutieuse pour maintenir la protection contre le vent tout en récupérant le combustible nécessaire. Moreau établit un système de rotation où les murs les moins exposés étaient démontés botte par botte, chaque élément étant transporté vers les braseros centraux pour alimenter les foyers. Cette technique permettait de maintenir une enceinte protectrice tout en disposant du combustible nécessaire pour plusieurs jours supplémentaires. Les réfugiés participaient activement à cette étrange besogne, transportant les bottes condamnées vers les zones de combustion avec un mélange de gratitude et de tristesse. « Nous détruisons votre œuvre pour survivre », murmurait le maire Lemoine avec émotion. « C'est exactement ce pourquoi je l'ai construite », répondait simplement Moreau. « Une construction qui ne sert pas la vie ne mérite pas d'exister. » Cette leçon de philosophie pratique touchait profondément tous ceux qui l'entendaient. Le système de chauffage adapté fonctionnait remarquablement bien. Le foin sec brûlait proprement en produisant une chaleur intense et durable.
et Moreau avait calculé qu'en sacrifiant environ 50 bottes par jour, il pouvait maintenir la température intérieure à 6 degrés, même si l'extérieur descendait encore. Cette gestion rigoureuse permettait d'envisager une survie de plusieurs semaines, durée probablement suffisante pour voir arriver les secours ou la fin de la tempête. Le 6e jour, 6 février, apporta enfin une amélioration météorologique. Le vent diminuait progressivement et la température remontait légèrement à 18 degrés Celsius. Cependant, la neige continuait à tomber et l'épaisseur atteignait maintenant plus de 5 mètres, rendant tout déplacement extérieur absolument impossible. Les réfugiés commençaient néanmoins à espérer que le pire était passé, et l'atmosphère dans la forteresse en cours de démolition devenait moins tendue. C'est ce jour-là qu'arrivèrent les derniers réfugiés de cette épopée. 3 personnes émergèrent soudain de la neige vers midi. Robert Leroy le boulanger, sa femme et leur fils de 15 ans. Ils avaient survécu 5 jours dans leur fournil en brûlant leurs meubles et leurs réserves de farine, mais leurs provisions étaient épuisées et leur abri devenait inhabitable. « Jean-Baptiste » cria Robert en apercevant la forteresse à demi démantelée. « Vous êtes notre dernier espoir. Pouvez-vous encore nous accueillir ?» L'arrivée de ces 3 personnes portait à 35 le nombre de réfugiés, créant un nouveau défi logistique pour Moreau. Les vivres calculés pour 32 personnes devraient maintenant nourrir 35 bouches, et l'espace déjà restreint se trouvait encore réduit. Cependant, l'ancien combattant accueillit ces nouveaux réfugiés avec la même générosité qu'il avait montrée au premier, réorganisant l'espace et redistribuant les rations pour inclure tout le monde. « On serre les rangs », expliqua-t-il simplement, « comme au front. » L'intégration de la famille Leroy révéla les qualités exceptionnelles de la micro-société que Moreau avait créée. Chaque réfugié contribuait selon ses compétences. Robert le boulanger améliorait la confection du pain quotidien, sa femme Marie aidait aux soins des enfants. Leur fils adolescent participait aux travaux de démontage et de transport des bottes. Cette solidarité active transformait l'épreuve en expérience de fraternité humaine exceptionnelle. Le 7e jour, 7 février, marqua un tournant psychologique décisif quand Moreau installa au sommet de son donjon entamé un système de signalisation qu'il avait préparé dès l'origine. Un grand drapeau blanc flottait maintenant au-dessus de la forteresse, visible de loin malgré la neige, signalant la présence de survivants à d'éventuels secours. De plus, il organisait 3 fois par jour des signaux de fumée, en brûlant du foin humide qui produisait des panaches noirs visibles à grande distance. Cette initiative de communication révéla toute son efficacité le 8e jour, 8 février, quand des signaux de réponse apparurent à l'horizon. Des colonnes de fumée s'élevaient depuis d'autres points de la région, prouvant que d'autres groupes de survivants existaient et avaient compris le système de signalisation de Moreau. Cette découverte ragaillardit extraordinairement le moral des réfugiés qui réalisaient qu'ils n'étaient pas seuls dans cette catastrophe. L'organisation interne de la forteresse avait atteint un niveau de sophistication remarquable après une semaine de cohabitation forcée. Moreau avait établi un véritable gouvernement d'urgence, avec des responsabilités partagées. Dubois gérait l'intendance, le maire Lemoine organisait les tours de garde, Henri Martin s'occupait du moral des troupes par ses talents de conteur, les femmes dirigeaient les soins aux enfants et la cuisine collective. Cette démocratie de survie fonctionnait harmonieusement sous l'autorité naturelle de Moreau. Le système judiciaire improvisé révélait la sagesse pratique de l'ancien combattant. Les rares conflits qui surgissaient étaient réglés par des « conseils de la forteresse », où chacun pouvait s'exprimer et où les décisions étaient reprises collectivement. En situation de survie, expliquait Moreau, il faut que chacun se sente respecté et écouté. La discipline est nécessaire, mais elle doit être comprise et acceptée, pas subie. Cette philosophie du commandement révélait son expérience du leadership en situation extrême. Le 9e jour, 9 février, apporta enfin le signe que tous attendaient. Le vent était tombé complètement, et pour la première fois depuis une semaine, la neige avait cessé de tomber. Plus important encore, la température remontait sensiblement, atteignant 10 degrés C au lieu des 25 degrés C des jours précédents,
Cette amélioration météorologique, combinée aux signaux de fumée qui se multipliaient à l'horizon, laissait espérer que les secours ne tarderaient plus et que cette épreuve touchait à sa fin. Cependant, Moreau restait prudent et continuait ses préparatifs, comme si le siège devait durer encore longtemps. Il ne faut jamais compter sur une amélioration tant qu'elle n'est pas confirmée, rappelait-il à ses protégés tentés par l'optimisme. Cette prudence de vétéran se révélerait justifiée car d'autres épreuves attendaient encore les 35 survivants de Saint-Aubin-le-Vertueux dans les jours à venir. Paragraphe 6. Le 10e jour, 10 février 1963, marqua l'arrivée des premiers secours officiels à Saint-Aubin-le-Vertueux, mais dans des conditions si dramatiques qu'ils faillirent transformer le sauvetage en nouvelle tragédie. Une équipe de 6 gendarmes et pompiers, dirigée par le capitaine Marcel Dubois, homonyme du voisin de Moreau, progressait depuis l'aube sur des skis militaires en direction des signaux de fumée repérés depuis l'hélicoptère de reconnaissance. Cette colonne de secours, équipée pour une mission de routine, ne s'attendait pas à découvrir la situation extraordinaire qui les attendait dans ce village enseveli. L'approche des sauveteurs révéla l'ampleur de la catastrophe qui avait frappé la région. Saint-Aubin-le-Vertueux était littéralement rayé de la carte, avec seulement quelques cheminées et le clocher de l'église émergeant d'un océan de neige durci de 6 mètres d'épaisseur. « Mon Dieu !» murmura le capitaine Dubois en contemplant ce paysage lunaire. « Comment peut-il y avoir des survivants dans ce désastre ?» Les signaux de fumée qui les guidaient semblaient surgir de nulle part, comme si les survivants habitaient sous terre ou dans une dimension parallèle. La découverte de la forteresse de foin à demi démantelée stupéfia les sauveteurs professionnels. Cette construction improbable, avec son donjon tronqué et ses murs partiellement démontés, dressait sa silhouette incongrue au milieu de l'immensité blanche. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'interrogeait le brigadier Lecomte en s'approchant de cette structure qui défiait toute logique architecturale. L'idée qu'une construction en bottes de foin puisse servir d'abri de survie dans une tempête de cette ampleur ne leur était jamais venue à l'esprit. L'entrée dans la forteresse révéla un spectacle que les sauveteurs n'oublieraient jamais. 35 personnes de tous âges, propres, organisées et en relativement bonne santé, les accueillirent avec une joie mesurée mais digne. Jean-Baptiste Moreau, reconnaissable à son autorité naturelle, s'avança vers le capitaine. « Bonjour, mon capitaine, nous vous attendions. J'espère que vous apportez de bonnes nouvelles du monde extérieur. » Cette réception formelle et organisée contrastait dramatiquement avec les scènes de chaos que les secouristes avaient l'habitude de découvrir dans les catastrophes. Le rapport de situation que présenta Moreau impressionna les professionnels du sauvetage par sa précision militaire. 35 survivants en bonne santé, stocks alimentaires pour encore 1 semaine, aucune maladie grave, morale satisfaisant, organisation interne fonctionnelle, système de chauffage opérationnel. « Monsieur », déclara le capitaine Dubois avec une admiration non dissimulée, « vous avez accompli un miracle de survie. Comment avez-vous su organiser tout cela ?» Cette reconnaissance professionnelle validait définitivement le génie de Moreau. Cependant, l'évacuation s'annonçait plus complexe que prévu. Les conditions météorologiques, bien qu'améliorées, restaient difficiles avec 12 degrés Celsius et un vent de 40 km/h qui rendait impossible l'utilisation d'hélicoptères. De plus, l'épaisseur de neige interdisait tout transport terrestre normal. Les sauveteurs proposèrent une évacuation par petits groupes à ski, mais cette solution nécessiterait plusieurs jours et exposerait les évacués à des risques considérables lors des trajets. Moreau proposa alors une solution qui révéla une fois de plus son génie tactique. Transformer sa forteresse en base avancée pour les secours, permettant d'organiser une évacuation progressive dans de meilleures conditions. « Ma forteresse peut abriter 10 personnes supplémentaires », expliqua-t-il. « Vos hommes peuvent s'installer ici, établir une radio de liaison et organiser l'évacuation méthodiquement. Nous avons les vivres et le chauffage nécessaires. » Cette proposition transformait le lieu de refuge en véritable base opérationnelle pour les secours. L'installation de l'équipe de secours dans la forteresse créa une situation inédite où sauveteurs et rescapés cohabitaient dans la même structure de survie. Les gendarmes et pompiers découvraient avec fascination l'organisation sophistiquée mise en place par Moreau. Système de chauffage, gestion des vivres, répartition des tâches,
maintien de l'hygiène. C'est mieux organisé que certaines de nos bases d'intervention, admettait le brigadier Lecomte. Cette reconnaissance professionnelle achevait de réhabiliter l'ancien fou du village. La radio portative des secours permit enfin de rétablir le contact avec le monde extérieur après 10 jours d'isolement total. Les nouvelles étaient à la fois rassurantes et alarmantes. La tempête avait effectivement touché toute la Normandie et une partie de l'Île-de-France, faisant des centaines de victimes et coupant des dizaines de milliers de personnes du monde. Cependant, Saint-Aubin-le-Vertueux était l'une des communes les plus touchées, et la survie de 35 habitants constituait un véritable miracle aux yeux des autorités. La nouvelle de ce sauvetage extraordinaire se répandit rapidement dans les médias nationaux. Les journalistes parlaient du miracle de la forteresse de Foin et de l'ermite génial qui avait prévu l'imprévisible. Jean-Baptiste Moreau, qui avait vécu dans l'anonymat et souvent la moquerie, devenait soudain une célébrité nationale. Cette notoriété le gênait plus qu'elle ne le réjouissait. « Je n'ai fait que mon devoir », répétait-il aux journalistes venus l'interviewer par radio. N'importe qui aurait fait pareil. L'évacuation progressive commença le 11e jour avec les familles comprenant de jeunes enfants. Chaque groupe était escorté par un sauveteur professionnel équipé de skis de randonnée. Et le trajet vers la route dégagée la plus proche nécessitait 6 heures de progression difficile dans la neige. Moreau organisait méticuleusement ses départs, vérifiant l'équipement de chacun, donnant des conseils de survie, s'assurant que personne ne partait sans protection suffisante. Cette évacuation étalée révéla la difficulté psychologique de quitter la forteresse qui était devenue un foyer de substitution pour tous ces rescapés. « Je ne veux pas partir », pleurait la petite Sylvie Dubois de 7 ans. « Ici, c'est ma maison avec Pépé Jean-Baptiste. » Ces réactions enfantines traduisaient le sentiment général. Cette construction de fortune était devenue en 10 jours un lieu chargé d'émotions et de souvenirs que tous auraient du mal à oublier. Le 12e jour, 12 février, alors que la moitié des réfugiés avaient été évacués, un nouveau problème surgit qui allait prolonger l'épopée de la forteresse. Une seconde tempête, moins violente mais néanmoins dangereuse, était annoncée pour les prochaines heures. Cette nouvelle obligeait à suspendre les évacuations et à préparer la forteresse pour un nouveau siège, prouvant une fois de plus la prescience de Moreau qui avait conçu son refuge pour résister à toutes les éventualités. Paragraphe 7. L'annonce d'une seconde tempête transforma l'atmosphère de la forteresse où cohabitaient maintenant rescapés et sauveteurs. Le capitaine Dubois, consultant anxieusement sa radio météo, confirmait les prévisions alarmantes. Nouvelle dépression en approche, vent à 80 km/h prévu, chute de neige importante dans les prochaines heures, évacuation suspendue jusqu'à nouvel ordre. Cette nouvelle, qui aurait pu décourager des survivants déjà éprouvés, fut accueillie avec un calme remarquable par les protégés de Moreau qui avaient appris à faire confiance à leur refuge insolite. Jean-Baptiste Moreau accueillit cette complication avec la sérénité de quelqu'un qui avait prévu l'imprévisible. « Ma forteresse a résisté à la première tempête », déclara-t-il posément. « Elle résistera à la seconde. Nous avons maintenant l'expérience, les vivres et des professionnels avec nous. Cette épreuve sera plus facile que la première. » Cette confiance tranquille rassurait autant les rescapés que les sauveteurs qui découvraient les capacités de résistance extraordinaires de cette construction improvisée. La préparation pour ce second siège révéla l'évolution remarquable de l'organisation interne. Les 18 rescapés restants, renforcés par 6 sauveteurs professionnels, formaient maintenant une équipe parfaitement rodée, où chacun connaissait son rôle. Moreau dirigeait les opérations avec l'assistance du capitaine Dubois, créant un commandement bicéphale civil-militaire d'une efficacité remarquable. Cette coopération entre l'expérience empirique du fermier et la formation technique des secouristes optimisait les chances de survie de tous. L'arrivée de la seconde tempête, dans l'après-midi du 12 février, se distingua de la première par sa prévisibilité. Cette fois, les occupants de la forteresse savaient à quoi s'attendre et avaient pu s'y préparer. Les braseros s'étaient allumés à l'avance, les vivres redistribués, les espaces de repos optimisés pour accueillir 24 personnes. C'est comme recevoir un ennemi qu'on connaît déjà, philosophait Moreau. On sait comment se battre contre lui.
Cette seconde tempête, bien que moins violente que la première, apportait néanmoins son lot de difficultés nouvelles. La neige tombée précédemment s'était transformée en glace sous l'effet du vent, créant une croûte dure qui amplifiait les effets sonores et rendait la forteresse résonnante comme une caisse de résonance. De plus, l'accumulation totale de neige dépassait maintenant les 7 mètres, créant une pression latérale considérable sur les murs de foin restants. Les sauveteurs professionnels découvraient avec fascination les techniques de survie développées par Moreau. Le brigadier Lecomte, expert en secours en montagne, s'émerveillait du système de ventilation. « Monsieur Moreau, votre installation surpasse certains refuges de haute montagne que je connais. Comment avez-vous calculé ces flux d'air ?» Cette reconnaissance technique validait scientifiquement des innovations que Moreau avait développées par pure intuition et observation de la nature. L'aspect psychologique de cette seconde épreuve différait complètement de la première. Là où la première tempête avait créé la peur de l'inconnu, la seconde générait plutôt une forme d'excitation collective. Nous sommes devenus des experts de la survie, plaisantait Henri Martin, complètement réconcilié avec son sauveur. Si une troisième tempête arrive, nous l'accueillerons avec le thé. Cette transformation de l'épreuve en aventure partagée témoignait de la résilience extraordinaire du groupe. La gestion des ressources révéla une fois de plus la prévoyance de Moreau. Malgré 12 jours de siège et l'arrivée de 6 personnes supplémentaires, les réserves restaient suffisantes pour tenir encore une semaine. « J'avais calculé pour 15 personnes pendant un mois, » expliquait-il au capitaine Dubois. « Avec 24 personnes, nous pouvons tenir 15 jours. C'est plus que nécessaire. » Cette gestion rigoureuse impressionnait les professionnels habitués aux situations où les vivres manquent rapidement. Le 13e jour, 13 février, apporta un spectacle inoubliable quand la seconde tempête se calma au lever du soleil. Les occupants de la forteresse découvrirent un paysage totalement transformé. Les 8 mètres de neige accumulés avaient de créer un plateau uniforme d'où émergeait seulement le clocher de l'église et le donjon tronqué de leur refuge. Nous habitons maintenant sur une montagne de neige, observait avec poésie le maire Lemoine. Ce paysage lunaire créait une atmosphère irréelle qui marquait profondément tous les témoins. C'est ce jour-là qu'arriva le visiteur le plus inattendu de toute cette épopée, le général de brigade Henri Leclerc, commandant la région militaire de Normandie, qui avait tenu à venir personnellement saluer cet exploit de survie civile. Arrivé en chenillette spécialement équipée pour la neige profonde, le général découvrit avec stupéfaction cette forteresse de foin qui défrayait la chronique nationale. « Monsieur Moreau, déclara-t-il solennellement après avoir inspecté l'installation, vous avez accompli un exploit digne des plus grands chefs militaires. L'armée française vous doit reconnaissance et respect. » Cette visite officielle transformait symboliquement le fou du village en héros national reconnu par les plus hautes autorités. Le général remit à Moreau une citation à l'ordre de la division pour « acte de courage exceptionnel et dévouement remarquable envers ses concitoyens ». Cette décoration militaire, reçue dans le cadre improbable d'une forteresse de foin à demi détruite, marquait l'apothéose de la réhabilitation de Jean-Baptiste Moreau. L'évacuation définitive commença le 14e jour avec l'arrivée de moyens lourds, chenillettes, traîneaux spéciaux, équipes de secouristes renforcées. Cependant, cette évacuation prenait des allures de procession triomphale plutôt que de sauvetage d'urgence. Les rescapés quittaient leur refuge avec émotion mais aussi avec fierté, conscients d'avoir vécu une expérience humaine exceptionnelle. « Nous partons », déclarait Paul Dubois, « mais nous emportons avec nous le souvenir de ces jours extraordinaires où un homme nous a tous sauvés. » Moreau fut le dernier à quitter sa forteresse, le 15e jour, 15 février 1963. Avant de partir, il contempla longuement cette construction qui avait sauvé 43 vies, en comptant les sauveteurs, et qui allait maintenant disparaître sous la neige fondante du printemps proche. Elle a rempli sa mission. Paragraphe 8. Moreau fut le dernier à quitter sa forteresse, le 15e jour, 15 février 1963. Avant de partir, il contempla longuement cette construction qui avait sauvé 43 vies, en comptant les sauveteurs, et qui allait maintenant disparaître sous la neige fondante du printemps proche. Elle a rempli sa mission, murmura-t-il, avec la mélancolie de l'artisan
qui voit son œuvre accomplir sa destinée ultime. Cette forteresse de bottes de foin, née de l'intuition d'un homme simple et de l'expérience d'un ancien combattant, avait transcendé sa nature agricole pour devenir un symbole de survie et de solidarité humaine. L'impact médiatique de cette histoire extraordinaire dépassa toutes les attentes. Dès le 16 février, les journaux nationaux titraient sur le miracle de Saint-Aubin, la forteresse qui sauva un village, ou encore l'ermite génial de Normandie. Les journalistes affluaient vers le petit village calvadosien pour interviewer les survivants et tenter de comprendre comment un simple fermier avait pu prévoir et organiser la survie face à la tempête du siècle. Jean-Baptiste Moreau, brutalement projeté sous les projecteurs de la célébrité, découvrait avec un mélange d'amusement et d'embarras cette notoriété qu'il n'avait jamais recherchée. Les témoignages des rescapés, recueillis par les médias, révélaient l'ampleur de la transformation psychologique opérée par cette épreuve collective. Paul Dubois, autrefois moqueur, déclarait à France Soir « Jean-Baptiste Moreau nous a non seulement sauvé la vie, il nous a appris ce que signifie la vraie prévoyance et la générosité. Nous avions tort de nous moquer de sa forteresse, nous avions tort de ne pas l'écouter. » Ces repentirs publics, multipliés par tous les rescapés, transformaient Moreau en figure quasi prophétique aux yeux de l'opinion publique française. L'analyse technique de la forteresse par des ingénieurs spécialisés révéla des innovations remarquables qui dépassaient largement l'improvisation amateur. Le professeur André Malraux, expert en construction de survie à l'École polytechnique, publia une étude détaillée qui concluait « Monsieur Moreau a instinctivement développé des techniques que nos services d'ingénierie militaire mettent des années à concevoir. Son système de chauffage biologique, sa gestion des flux d'air, son architecture modulaire révèlent un génie empirique exceptionnel. » Cette validation scientifique achevait de transformer l'excentrique en visionnaire. Les autorités militaires s'intéressèrent de près aux innovations de Moreau pour les applications dans les refuges de survie en montagne et les abris d'urgence. Le général Leclerc proposa officiellement de recruter l'ancien fermier comme consultant pour le développement de nouvelles techniques de survie en conditions extrêmes. « Monsieur Moreau, lui expliqua-t-il lors d'une visite à la ferme, « votre expérience pratique pourrait sauver de nombreuses vies dans d'autres circonstances. L'armée française aurait besoin de vos compétences. » Cette offre flatteuse révélait la transformation complète du statut social de Moreau. Cependant, l'ancien fermier préférait rester fidèle à ses terres normandes. « J'ai ma ferme, ma femme, mes bêtes », répondait-il simplement aux sollicitations extérieures. « Ma place est ici, pas dans les bureaux parisiens. Si d'autres veulent apprendre mes techniques, qu'ils viennent me voir à Saint-Aubin. » Cette humilité et cet attachement au terroir renforçaient encore son image de sage rural détenteur d'une sagesse authentique face aux sophistications urbaines. L'impact économique de cette célébrité soudaine transforma paradoxalement la situation financière du village. Saint-Aubin-le-Vertueux devint une destination touristique inattendue où affluaient les curieux venus voir l'emplacement du miracle de la forteresse de Foin. L'auberge du village, tenue par Henri Martin, ne désemplissait plus de visiteurs venus écouter les récits des rescapés. Qui aurait cru, plaisantait l'ancien cafetier moqueur, que les bottes de foin de Jean-Baptiste nous apporteraient de la prospérité. L'administration française décida de commémorer officiellement cet exploit en créant une « médaille de la survie civile » dont Jean-Baptiste Moreau fut le premier récipiendaire. La cérémonie de remise, organisée le 14 juillet 1963 à Saint-Aubin-le-Vertueux en présence du préfet du Calvados, rassembla plus de 2000 spectateurs venus rendre hommage au héros local. « Monsieur Moreau, » déclara solennellement le préfet, « vous incarnez les plus belles vertus françaises, prévoyance, courage, générosité, et surtout cette intelligence pratique qui fait honneur à notre pays. » Cette reconnaissance officielle s'accompagna de propositions concrètes d'exploitation commerciale que Moreau refusa systématiquement. Éditeur proposant la publication de ses mémoires, industriel voulant commercialiser ses techniques de construction, cinéaste souhaitant adapter son histoire. Toutes ces offres se heurtaient au refus poli mais ferme d'un homme qui préférait l'anonymat retrouvé.
Mon histoire appartient à tous ceux qui l'ont vécu avec moi, expliquait-il. Ils peuvent la raconter s'ils le souhaitent, mais moi, je veux juste retourner à mes champs. L'influence pédagogique de cette expérience dépassa le cadre local pour influencer les programmes de survie dans les écoles françaises. Le ministère de l'Éducation nationale inclut l'histoire de la forteresse de Saint-Aubin dans les manuels de géographie et d'instruction civique, utilisant cet exemple concret pour enseigner aux élèves l'importance de l'observation de la nature, de la prévoyance et de la solidarité communautaire. Des générations d'écoliers français apprirent ainsi l'histoire de Jean-Baptiste Moreau et de sa construction salvatrice. La recherche universitaire s'empara également du phénomène pour analyser les mécanismes sociologiques et psychologiques à l'œuvre dans cette expérience de survie collective. Le professeur Émile Durkheim Jr., sociologue à la Sorbonne, publia une étude remarquée intitulée « La forteresse de Foin, étude d'une micro-société de survie » qui analysait comment l'autorité naturelle de Moreau avait créé une organisation sociale efficace dans des conditions extrêmes. Cette étude devint une référence académique sur les dynamiques de groupe en situation de crise. L'héritage technique de l'innovation de Moreau influença durablement les techniques de construction d'urgence. Ces principes de chauffage biologique, de ventilation naturelle et de modularité constructive furent adoptés par les organisations humanitaires internationales pour leurs interventions d'urgence. La Croix-Rouge française développa même un kit Moreau portable, permettant de reproduire rapidement ces techniques dans les zones sinistrées. Cette diffusion internationale transformait l'invention locale en contribution universelle à la survie humaine. Paragraphe 9. L'héritage de l'épopée de Jean-Baptiste Moreau s'épanouit dans les années suivantes de manière surprenante et durable, transformant non seulement la perception de cet homme humble mais révolutionnant également les approches de la survie d'urgence dans toute l'Europe. Dès l'automne 1963, des délégations d'experts en catastrophes naturelles de Suisse, d'Autriche et même de Norvège vinrent étudier les techniques développées dans la forteresse de Saint-Aubin. Ces spécialistes de la montagne, habitués aux conditions extrêmes, reconnaissaient dans les innovations de Moreau des solutions pratiques qu'ils n'avaient jamais envisagées malgré leur expertise théorique. La transformation personnelle de Jean-Baptiste Moreau fut également remarquable. Cet homme qui avait vécu dans l'ombre et parfois la moquerie se découvrait soudain une mission pédagogique qu'il n'avait pas recherchée, mais qu'il accepta avec sa générosité naturelle. Chaque week-end, des groupes de scouts, d'étudiants en ingénierie, de responsables de la sécurité civile venaient à la ferme écouter ses explications sur l'art de lire la nature et de prévoir l'imprévisible. Ces visiteurs repartaient avec des connaissances pratiques qu'aucun manuel ne pouvait enseigner avec la même efficacité. L'impact sur la communauté de Saint-Aubin-le-Vertueux dépassa largement les retombées économiques touristiques. Cette épreuve partagée avait créé des liens indéfectibles entre tous ceux qui l'avaient vécu ensemble. Ils formaient désormais une famille de survie qui se réunissait chaque 15 février pour commémorer leur délivrance et entretenir l'esprit de solidarité qui avait émergé dans la forteresse. « Nous ne sommes plus les mêmes qu'avant la tempête », témoignait Paul Dubois. Jean-Baptiste nous a appris que l'entraide n'est pas seulement un beau principe, mais une nécessité vitale. Cette transformation collective influença profondément la culture locale. Le village développa une tradition de préparation aux catastrophes naturelles qui devint un modèle pour toute la région normande. Chaque foyer constituait désormais des réserves d'urgence. Chaque famille connaissait les techniques de base de survie par temps froid. Et surtout, une culture de vigilance météorologique s'enracina dans les habitudes quotidiennes. Maintenant, nous écoutons Jean-Baptiste quand il observe le ciel, plaisantait le maire Lemoine, devenu l'un des plus fervents disciples de cette sagesse empirique. L'évolution professionnelle de Moreau prit une direction inattendue, quand l'UNESCO lui proposa de participer à un programme international de préservation des savoirs traditionnels de survie. Cette organisation reconnaissait dans ses techniques un exemple parfait de science populaire qui méritait d'être documentée et transmise aux générations futures. Moreau accepta de collaborer à ce projet, mais à condition que tous les rescapés de sa forteresse participent également au témoignage, estimant que cette expérience appartenait collectivement à tous ceux qui l'avaient vécue.
La documentation scientifique de l'expérience aboutit à la publication en 1965 d'un manuel technique intitulé « Survie en conditions hivernales extrêmes ». L'enseignement de Saint-Aubin, qui devint rapidement la référence internationale en matière de refuge d'urgence. Ce manuel, co-signé par Moreau et plusieurs ingénieurs, combinait l'expérience empirique du fermier avec l'analyse technique des spécialistes. Il fut traduit en 12 langues et distribué par les organisations humanitaires dans le monde entier. L'influence pédagogique de cette histoire s'étendit également au domaine militaire. L'École de guerre de Paris intégra l'étude de cas de Saint-Aubin dans sa formation sur la logistique de survie et plusieurs académies militaires étrangères invitèrent Moreau à donner des conférences sur ces méthodes. « Ce que vous avez accompli, lui expliquait le général Leclerc, représente l'essence même de l'art militaire. Prévoir l'imprévisible et protéger ses hommes dans toutes les circonstances. » Ces reconnaissances transformaient l'ancien rejeté de l'armée en maître respecté de la stratégie de survie. L'aspect psychosociologique de l'expérience attira également l'attention des chercheurs en comportement humain. Le fait qu'un groupe de 35 personnes de tous âges ait vécu 15 jours dans un espace confiné sans conflit majeur intriguait les spécialistes des dynamiques de groupe. L'analyse révéla que le leadership naturel de Moreau, basé sur la compétence reconnue plutôt que sur l'autorité imposée, constituait un modèle de gouvernance d'urgence particulièrement efficace. Cette découverte influença les protocoles de gestion des refuges d'urgence dans de nombreux pays. La dimension spirituelle de cette expérience marqua profondément tous ceux qui l'avaient de vécu. Henri Martin, l'ancien moqueur devenu disciple, témoignait « Dans cette forteresse, nous avons découvert ce que signifie vraiment la fraternité humaine. » Quand la survie de tous dépend de la générosité de chacun, les petitesses disparaissent et seul l'essentiel demeure. Cette transformation intérieure collective créa dans le village une atmosphère de bienveillance mutuelle qui perdura des décennies après l'événement. L'héritage matériel de la forteresse prit une forme inattendue quand la municipalité décida en 1964 de créer un mémorial de la survie sur l'emplacement exact de la construction disparue. Ce mémorial, constitué d'une sculpture abstraite représentant des bottes de foin stylisées, était accompagné d'une plaque portant les noms des 43 survivants et d'une phrase de Moreau. La vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous savons partager quand tout nous manque. Cette inscription devint une maxime locale qui guidait encore les habitants du village des décennies plus tard. L'influence internationale de cette expérience continua de s'étendre quand plusieurs pays nordiques adoptèrent les techniques de Moreau dans leurs programmes nationaux de préparation aux catastrophes naturelles. La Finlande, la Suède et la Norvège, régulièrement confrontées à des conditions hivernales extrêmes, intégrèrent ces innovations dans leurs protocoles officiels de survie d'urgence. Monsieur Moreau, écrivait le ministre finlandais de la Sécurité civile, a développé empiriquement ce que nos ingénieurs cherchaient théoriquement depuis des années. Ces techniques sauvent maintenant des vies dans tout l'Arctique européen. Cette diffusion planétaire de son héritage comblait secrètement Jean-Baptiste Moreau, qui voyait dans cette reconnaissance la validation ultime de son intuition originelle. Si ma folie d'un automne peut aider d'autres gens ailleurs dans le monde, confiait-il à sa femme Marguerite, alors ces mois de moquerie auront servi à quelque chose d'utile. Cette satisfaction discrète du devoir accompli caractérisait parfaitement cet homme humble qui avait transformé une obsession personnelle en contribution universelle à la solidarité humaine. Paragraphe 10. 20 ans après la tempête de 1963, Jean-Baptiste Moreau était devenu une légende vivante dont l'influence dépassait largement les frontières de la Normandie pour toucher des millions de personnes à travers le monde. En février 1983, lors du 20e anniversaire de l'épopée de Saint-Aubin, une cérémonie internationale rassembla dans le petit village calvadosien des représentants de 15 pays, venus rendre hommage à cet homme qui avait révolutionné les techniques de survie d'urgence. Le secrétaire général des Nations Unies lui-même envoya un message de reconnaissance où il qualifiait Moreau de pionnier de la solidarité humaine face aux catastrophes naturelles. L'évolution de la carrière de Moreau avait pris des dimensions qu'il n'avait jamais imaginées. Devenu consultant international en survie d'urgence, il avait contribué au développement de centres de secours dans l'Himalaya
participé à l'amélioration des refuges d'altitude dans les Andes et formé des équipes de sauveteurs dans les régions polaires du Canada et de l'Alaska. J'ai appris plus en voyageant avec mes techniques qu'en les inventant, plaisantait-il modestement. Cette ouverture sur le monde avait enrichi ses connaissances empiriques de l'expérience d'autres cultures face aux conditions extrêmes. L'héritage intellectuel de son innovation avait également évolué vers des domaines inattendus. Des architectes avant-gardistes s'inspiraient de ces principes de construction modulaire pour développer des habitations écologiques. Des urbanistes étudiaient ces techniques de gestion communautaire pour améliorer la cohésion sociale dans les grands ensembles. Des psychologues analysaient ces méthodes de leadership pour former des cadres en entreprise. Qui aurait pensé, s'amusait-il, que des bottes de foin enseigneraient la sociologie et l'architecture? La transformation de Saint-Aubin le Vertueux illustrait parfaitement l'impact durable de cette épopée. Le village était devenu un centre d'excellence en matière de préparation aux catastrophes naturelles, abritant un institut de recherche international sur les techniques de survie qui attiraient chercheurs et étudiants du monde entier. Cette évolution économique et culturelle avait préservé la population locale de l'exode rural qui frappait d'autres communes normandes, créant une prospérité basée paradoxalement sur l'art de survivre aux catastrophes. Les rescapés de 1963, devenus des personnalités respectées de cette communauté transformée, continuèrent de témoigner régulièrement de leur expérience auprès des visiteurs. Paul Dubois, devenu maire du village, organisait chaque année un stage de survie hivernale qui reproduisait de manière contrôlée les conditions de la forteresse originelle. « Nous transmettrons cette expérience aux générations futures », expliquait-il, pour qu'elles comprennent que la survie est d'abord une affaire de solidarité et de préparation intelligente. L'influence de Moreau sur la culture française dépassait le domaine technique pour toucher l'imaginaire collectif. Son histoire était devenue un mythe moderne illustrant les vertus de l'observation patiente, de la prévoyance active et de la générosité désintéressée. Des livres d'enfants racontaient l'histoire du bonhomme aux bottes de foin. Des chansons populaires célébraient le sage de Normandie, et même le cinéma français avait adapté son épopée dans un film qui remporta le César du meilleur scénario en 1978. Cette popularité culturelle s'accompagnait d'une influence pratique mesurable. Les statistiques nationales révélaient qu'après 1963, le pourcentage de foyers français constituant des réserves d'urgence avait triplé, et les formations aux premiers secours connaissaient un succès sans précédent. L'exemple de Jean-Baptiste a réveillé l'instinct de survie des Français, observait le sociologue Pierre Bourdieu. Il a démontré que la prévoyance n'était pas de la paranoïa mais de l'intelligence pratique. L'aspect international de cet héritage continuait de se développer quand l'Organisation mondiale de la santé adopta en 1985 les protocoles Moreau comme standard international pour les refuges d'urgence en zone froide. Ces protocoles, basés sur les techniques développées dans la forteresse de Saint-Aubin, étaient désormais enseignés dans les écoles de médecine tropicale et utilisés par Médecins sans frontières dans leurs interventions en haute altitude. L'innovation d'un fermier normand était devenue une référence médicale planétaire. La reconnaissance académique ultime arriva en 1988 quand l'Université de Cambridge créa la chaire Jean-Baptiste Moreau d'études de survie appliquée, première chaire universitaire mondiale consacrée aux techniques empiriques de survie. Le titulaire inaugural, le professeur James Pitchell, déclara lors de sa leçon inaugurale « Monsieur Moreau nous a enseigné que la science la plus sophistiquée peut parfois apprendre des innovations les plus simples. Sa forteresse de foin vaut toutes nos modélisations informatiques. » Cette consécration académique marquait l'entrée définitive de l'œuvre de Moreau dans l'histoire des sciences. L'évolution personnelle de Jean-Baptiste Moreau, devenu malgré lui une figure publique, révélait sa sagesse profonde face à la célébrité. Resté fidèle à sa ferme normande, il avait su préserver son authenticité tout en partageant généreusement ses connaissances. « La gloire passe, philosophait-il, mais les vies sauvées restent. Si mon histoire peut empêcher une seule personne de mourir de froid, alors toute cette agitation en aura valu la peine. » Cette humilité face à la reconnaissance mondiale caractérisait parfaitement cet homme exceptionnel.
Quand Jean-Baptiste Moreau s'éteignit paisiblement en 1995 à l'âge de 87 ans, ses obsèques rassemblèrent plus de 10 000 personnes venues du monde entier rendre hommage à celui qui avait transformé une intuition personnelle en héritage universel. Sur sa tombe, à côté de l'épitaphe traditionnelle, fut gravée la phrase qu'il répétait souvent à ses visiteurs. « Il ne suffit pas de prévoir la tempête, il faut construire l'abri et ouvrir la porte à ceux qui ont froid. » Cette maxime, devenue la devise officielle des secours internationaux, résumait parfaitement la philosophie de vie de cet homme simple qui avait prouvé que la générosité et l'intelligence peuvent triompher des pires catastrophes. Aujourd'hui encore, plus de 60 ans après la tempête de 1963, l'héritage de Jean-Baptiste Moreau continue d'inspirer les techniques de survie modernes et de rappeler que les moqueries d'hier peuvent devenir les bénédictions de demain, quand elles sont portées par la vision d'un homme juste et généreux.